Dès Moscou, les problèmes se posent parce qu'on prend une photo de la voiture près de la place rouge et puis là, la police arrive. C'est pas très loin du Kremlin et là, ça part saisir la voiture, tribunal, enfin... I am a little man. Mais je connais ma loi ici. Dehors, go back. Et il nous jette les 2 passeports. Papa, un jour, il faut qu'on fasse un raid comme t'as fait avec la 4L ensemble. Je sors ça un soir à 22h. À 22h02, je sors une carte. Et j'ai 2 questions. Où aller et avec laquelle? J'ai la chance d'essayer beaucoup de voitures différentes, rien de mieux pour choisir une auto qui te correspond à 100%. C'est maintenant possible pour toi aussi avec le satisfait ou remboursé d'Autosphère, le partenaire de notre émission. C'est simple, tu achètes la voiture que tu veux sur leur site ou dans la concession la plus proche de chez toi et tu as 30 jours pour savoir si oui ou non, c'est bien la voiture parfaite pour toi. Alors n'hésite pas, fonce chez Autosphère. Le voyage, c'est en 2011 avec ton fils Baudouin, donc le plus jeune de tes fils. Oui. C'est quoi le voyage et c'est quoi un petit peu les souvenirs que tu en gardes? Parce que je pense qu'il y en a plein, mais il y a peut-être des souvenirs qui te reviennent en tête. Ce premier voyage, c'est 24 000 km, 2 mois et demi. On part de Paris, on part de la Tour Eiffel et puis on revient et on en a pris plein les yeux. On en a pris autant qu'avec la 4L à 19 ans. C'est-à-dire qu'on a vu des paysages de dingue, on a rencontré des gens fantastiques, on a vécu des expériences. On n'a jamais dormi en dehors, c'est-à-dire que, je veux dire, on n'a jamais dormi au bord à côté de la voiture dans une tente qu'on avait prévue au cas où. Et surtout, comme on n'a eu aucune galère mécanique, c'est un véritable succès, mais à un point qu'on en a plein les yeux, quoi. Voilà. Alors, le déroulement de ce voyage, ça a été aussi bien de traverser des pays comme l'Ouzbékistan, le Turkménistan, l'Iran, où il y a beaucoup de choses incroyables à voir, des mosquées, puis des rencontres, parce que la voiture sert d'aimant. Alors, bien sûr, dès Moscou, les problèmes se posent parfois, parce qu'on prend une photo si possible, de la voiture près de la place rouge avec la mosquée Sainte-Basile. La basilique, par contre, c'est Sainte-Basile. Et puis là, la police arrive. C'est pas très loin du Kremlin. Et là, ça part... voilà, ils prennent les papiers, machin, ils veulent saisir la voiture, tribunal, enfin... Donc là, des fois, la photo peut créer un petit souci, quoi. Après, on est arrêté en permanence sur cette route par des policiers russes qui veulent voir la voiture, mais qui veulent quelque chose. Voilà, ils veulent quelque chose. Alors, comme ils ne parlent pas anglais, ils nous font monter dans le Lada, comme ça les collègues ne voient pas ce qui se passe dans la négo, et puis sur leur téléphone, ils vous marquent 100 $. Donc là, il faut rester très zen. Donc, niet. Et là, je marquais 10, il reprenait son téléphone, il marquait 30, on terminait avec 20. Et on repart avec des photos, ils sont tout contents. Jusqu'à un poste de police, ils nous ont emmenés à l'intérieur, un poste énorme. On avait déjà été contrôlés, 200 mètres après, ils nous recontrôlent. Bon, ils nous font rentrer dans le poste. Et là, le gars, tellement content de nous voir, nous a offert un bâton de policier, mais pour faire la circulation lumineux, qui se recharge comme ça. Il est resté dans le coffre. Alors, c'était un peu gênant. On se dit, un jour, si on se fait contrôler, et s'il y a eu 2 morts la veille, ils vont trouver un truc de policier dans la voiture. Je l'ai toujours. On l'a ramené. Et on expliquait, alors quand on n'a pas les mots, on expliquait parfois à d'autres policiers qui voyaient ça, parce que des fois ils fouillent un peu la bagnole, que c'était un ami à moi. Je t'appelais un Roussia, un ami. Oh, il est très content, du coup il laisse partir. Voilà. Mais faut pas se démonter, quoi. Si on démonte, voilà. Mais malgré ça, on a des anecdotes enfin tout au moins des souvenirs de rencontres improbables. Quand on était invité à un mariage ouzbek, on s'en souvient encore, quoi. Quelqu'un dans la rue qui vient nous parler en français, impeccable. Je peux vous aider? Je dis non, c'est gentil, tout va bien. Enfin voilà. Et puis après, il nous suit à l'hôtel, il revient et il nous dit, écoutez, voilà, je suis guide pour des Français, des touristes, il n'y en a pas en ce moment. Et demain, c'est mon mariage, 500 personnes. Ça serait un grand honneur de vous avoir à mon mariage. Waouh! Écoutez, nous aussi, mais bon, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est un traquenard? Est-ce que, bon, on a un peu de matériel dans la voiture, les vidéos, les photos, tout ça. Il ne faut pas non plus qu'on aille 500 personnes. Ça se passe comment? À 30 km de Boukhara, au sud de l'Ouzbékistan, dans le village de ma femme. Waouh! Et en fait, oui, ça a été un moment de dingue. On y est allé. Et donc on rendez-vous le lendemain avec son cousin qui était aussi guide, qui parlait très bien le français, mais on était très prudents. J'ai dit à mon fils, Baudin, je conduis,
et on attend et on laisse les moteurs tourner. Si on va arriver 4 mecs avec un gros KSG Mercedes, on démarre, on s'en va, on n'attend pas. Et là, dans les mariés qui sont arrivés avec quelques amis, que les 500 invités étaient en province, enfin un peu plus loin, il y avait son professeur de français qui nous a dit « Alors ça, il est rentré hier soir hystérique dans le village en disant « J'ai rencontré un père et son fils qui arrivent de Paris avec une Porsche, ils vont venir au mariage. » Et le professeur nous dit, et je lui ai dit « Oh là là, toi tu as commencé à boire, à fêter, alors va te coucher. » Et elle dit « Je ne pouvais pas imaginer ça. » Donc c'est bien vrai. Alors, donc on s'est retrouvés un petit peu en guest, enfin en invité d'honneur à ce mariage, toute une soirée, enfin c'était fabuleux. Et ces gens, ce couple, on est resté en contact, ils sont venus il y a 2 mois en France, et voilà, on a passé une après-midi ensemble, un dîner, Tour Eiffel, tout ça. C'était extraordinaire, je les avais pas revus depuis, quoi. Et sa femme n'était jamais venue en France. Donc on a fait un livre sur ce voyage, et on a fait un livre sur ces 2 voyages, et ils sont dedans. Il y a une photo du couple, leur mariage, on a fait une page, et je leur ai remis le livre à Paris pendant le dîner. Ils étaient très émus, quoi, voilà. Tu parlais tout à l'heure du Turkménistan. Turkménistan. Turkménistan, tu vois, j'arrive pas. Ouais. C'est pas un pays qu'on entend très souvent. Oui. Tu parlais des frontières. Je crois qu'il t'est arrivé une anecdote à cette frontière. Alors, le Turkménistan, ça a été le point le plus critique du voyage. Pourquoi? Parce que le Turkménistan, impossible d'avoir le visa au départ. On vous dit non. Il n'y a que lorsque vous travaillez au Turkménistan. Bouygues construit, il y a 600 salariés Bouygues là-bas, ils ont une base vie énorme. Donc c'est un très gros pays, avec beaucoup de ressources par le gaz, mais plus ou moins une dictature, je crois, un numéro 3 au monde. Ils nous ont dit, vous aurez au poste frontière la possibilité de prendre un visa transit de 5 jours. Donc je passe par une société pour les visas, c'est toujours plus professionnel. Et ils me disent ça. Je dis, est-ce qu'on pourrait l'avoir par écrit, cette formule, que je puisse la montrer s'ils nous demandent ça? Ils retournent une deuxième fois à l'ambassade. Ils disent, non, c'est la procédure. Ils arrivent à la poste frontière. Il faut juste 2 points. Il faut qu'ils aient le visa du pays suivant, c'était l'Iran, et une réservation d'hôtel dans la capitale. Ils présentent ça, ils ont un visa transit. Parfait. Mais néanmoins, moi, j'aime pas ça. Parce que là, on avance vraiment sans filet, pour le coup. Et quand on arrive au Turkménistan, déjà, le premier checkpoint, il refroidit, quoi. Il y a des gars qui ont des cagoules façon GIGN, des kalachnikovs démesurés, ils tournent autour de la voiture, ils nous demandent de voir le moteur. Et puis, le gars qui est dans son checkpoint, là, qui mange des pistaches, qui a aucun mot d'anglais, tourne toutes les pages et me montre visa. Donc, je lui explique, non, transit visa, il comprend pas. Donc, en insistant un peu, il nous fait aller au vrai poste frontière. Donc là, c'est un no man's land. On passe avec la Porsche et des grillages qui font 10 mètres de haut. Enfin bon. Et on arrive à ce poste frontière. Là, il y a 100 camions qui attendent. Et nous. Tout le monde se retourne. Ils entendent arriver la Porsche. On la voit de loin et on l'entend surtout. Donc, le grand chef arrive avec tous ses galons. Il vire tous les camionneurs. Il tourne le truc, il me dit visa, je dis non, transit visa, et lui parlait un peu l'anglais. Il me dit invitation. Il veut une lettre d'invitation. Ah, je lui dis non, on reste pas, on fait traverser. Donc voilà ma réservation à l'hôtel, voilà mon visa iranien, vous voyez, on fait que traverser. Il me dit non, il vous faut une invitation pour rentrer chez moi. Je dis, écoutez, non, votre ambassade. Ah, il me coupe, il me dit mon ambassade, on n'a rien à faire. Moi, je revois le geste. Je suis un petit monsieur. I am a little man. Mais je connais ma loi ici. Dehors. Go back. Et il nous jette les 2 passeports. Au milieu des 90 chauffeurs iraniens qui pensaient qu'on n'avait peut-être pas compris. Il dit, he tell you you need invitation. Je dis, ouais, j'ai compris, oui. Et alors, à ce moment-là, je lui dis, mais attendez, faut pas s'énerver. Mais je lui dis, mais attention, votre ambassade, c'est quand même votre pays dans mon pays. C'est officiel. Je vous répète que je suis un little man. Je connais ma loi. Et là, petite lueur d'espoir, je lui dis, mais on ne peut pas retourner en Ouzbékistan. On avait un visa, on est sorti. On est sorti, vous voyez, on avait entré et sorti. Il y a des visas à multiples entrées, ce n'était pas le cas. Donc, je ne peux pas retourner. Et là, il esquisse un coup sur eux et dit, mais vous n'êtes pas rentré chez nous. Donc là, j'insiste pas, parce que là, je sens que ça peut partir en dérive. On ressent vraiment la tête basse, entouré de tous les camionneurs, au milieu de tous les gros camions.
et on reprend la Porsche et on repasse au checkpoint où le gars il est toujours avec ses pistaches. Et là, je dis, je sais pas où on va là. Mais bon, on n'a pas d'accident. On retourne en Ouzbékistan. Mais là, on avait fait un départ en fanfare. Ils étaient tellement heureux, photos. Ils nous voient revenir, ils comprennent pas. Tu as fait un départ un peu Alors, c'était un pas launch control, si on peut appeler ça comme ça, quoi. Voilà, il y a eu un équivalent à ça avec tous les gars en mode vidéo. Souvent, ils voulaient un départ course. On a des flyers, ça c'est très important, des photos. Enfin, on est parti avec 1000 flyers où il y a la photo de la voiture, le site. Et ça, quand quelqu'un, y compris maintenant, hein, m'arrête, je leur donne un flyer. Et donc, sur un papier un peu cartonné, donc les gars, on en avait distribué une quinzaine, quoi. Ils étaient fous de joie, ils accrochent ça dans leur guérite, ils nous font signer, enfin bon. Et donc, ils nous voient arriver assez contents, mais comprenant pas. Donc, on leur dit, voilà. Ils nous font garer. Bon, les papiers, nous, on avait bien visa sorti au Ouzbékistan, donc on ne pouvait, a priori, on ne peut pas empêcher de revenir, quoi. Donc, ils nous font garer là, et ils prennent les passeports, les documents, tout ça, documents de la voiture, et avec mon fils, avec Baudon, on reste là, assis dans la voiture. On est resté 2 heures. Et pas la panique, mais c'est quand même un peu stressant, parce qu'on ne sait pas ce qu'il va advenir. Et je me revois dire au fils, tu vois, là, on est nulle part. On n'est pas rentré au Turkménistan, on n'est pas revenu en Ouzbékistan, on n'a aucun papier. On est nulle part sur la planète, officiellement. Hein, voilà, on n'a même pas nos papiers. Mais bon. Et ils sont revenus, toute la délégation, galon, casquette, en nous disant, vous aviez un visa de 15 jours. Vous n'aviez fait que 9 jours. Ils ont tout raturé, on vous a redonné 6 jours. Mais pas plus. Voilà. Donc on retourne dans la ville où on avait célébré ce mariage. Et là, à minuit, grâce justement à ces préparations qu'on avait, le mail de l'ambassade, je lui fais une tartine, je lui explique. Et à 8h le matin, coup de fil. Ambassade de France, au Turkménistan. On a bien reçu votre mail, on trouve ça extraordinaire. J'ai dit, écoutez, je comprends pas. Il me dit, cherchez pas à comprendre. Ce poste frontière, ils font ce qu'ils veulent. Mais je peux vous dire qu'ils n'ont jamais vu un père et son fils avec une Porsche. Voilà. Donc le gars, il fait un peu de zèle. Il veut une invitation. Vous n'avez pas besoin. Mais, alors, nous, ambassade de France, on va vous inviter. Mais je vous garantis rien. Et là, il y avait ce côté, le bouteille à la mer. Tu vois, on est sur notre petit radeau, d'un seul coup, il y a un cargo qui appelle. Tu vois. Et là, on s'est dit, waouh. Mais il me dit, bon, je dis, on n'a que 6 jours. Il dit, oui, je sais, mais il y a 2 sessions par semaine, vous allez passer. Je ne vous garantis rien. Le 5e jour, ils nous ont dit, on l'a appelé 2 fois par jour. Donc, on connaît Boukhara dans tous les sens. On a fait tous les restos, toutes les mosquées. Et 5e jour, l'invitation. Il nous la faxe. Le lendemain, on avait refait les pleins parce qu'il était compliqué d'avoir de la bonne essence. Donc, on n'utilisait même pas la voiture pendant presque une semaine. Hein. On revient. Donc là, on retombe sur le même chef. Invitation. Très content de nous montrer que voilà, vous l'avez l'invitation. Et là, il nous donne, et là, on dit rien. Au lieu de 5 jours, 3 jours de transit de visa. 3 jours. Pour traverser tout le Turkménistan. Bon, il y avait quand même des bornes. Donc là, l'ambassade de France m'avait dit, attention, vous n'aurez que 3 jours, mais ne dépassez pas, hein, parce que c'est la prison. Là, ça rigole pas. Donc le 2e jour, on est arrivé à Ashrabat, la capitale. L'ambassade de France nous invite à dîner pour avoir tous les détails de l'aventure. Ils adoraient ça. Et le lendemain, ils nous disent, attention, demain il neige. Mais partez, parce que là, c'est votre 3e et dernier jour. Vous n'avez pas le choix, il faut partir. C'est un peu compliqué la route, mais il faut partir. Et pour cause, tout était blanc, le col, la frontière entre Turkménistan et Iran, c'est un col. Et col fermé, tous les camions bloqués en bas, ils ont rouvert les grilles pour nous laisser partir. On est parti dans le col avec la 928 et on est rentré. On est rentré en Iran. On est arrivé en Iran, il faisait nuit, quoi. C'était un truc surréaliste. Mais bien sûr, après, on arrive au premier village iranien, on veut dormir, il n'y a pas d'hôtel. Donc on a fini en demandant à un commerçant, il nous a fait suite de le suivre, dans une école iranienne religieuse, où eux-mêmes, en nous voyant, ont d'abord appelé la police pour vérifier qu'on n'était pas des bandits. Et ils nous ont donc donné une chambre pour $10 avec le dîner, tout. Et on était vraiment la mascotte, quoi. Tout le matin, ils étaient à 20 autour de la voiture, ils faisaient -10, la voiture a démarré au quart de tour, enfin, extraordinaire. Mais c'est des petites choses qu'on ne peut pas du tout envisager et qu'on vit d'autant plus difficilement parce qu'on est seul. On aurait été à 5 voitures, on s'entraide, on est un peu... Mais là, je suis avec mon fils, quoi.
Et je repense à ma femme, elle m'a dit, c'est pas dangereux. Je dis, mais non, tout est réglé, tout est calé, tout est... Bah oui, sauf ce visa. Et comme par hasard, ça a un peu bugué, quoi. Mais on peut le surmonter, voilà. Faut simplement rester droit dans ses pompes. Hein. Et ce qui est paradoxal, c'est que par rapport donc, à l'Iran, le pays suivant, là, vous avez un accueil, comme tu disais, en fanfare, mais même chez Porsche, à Téhéran. Magnifique. Chez Porsche, alors même que je ne savais pas qu'il y avait une concession Porsche, c'est à Shiraz, au sud de l'Iran. Quelqu'un vient nous voir sur le parking, on était dans un bel hôtel. Vous allez aller rencontrer les gens de Porsche en Iran. Je dis, mais à quel endroit? Ben, il me dit à Téhéran, la nouvelle concession. J'ai tapé sur Internet à l'hôtel. Effectivement, Porsche Téhéran. Wow. Donc je leur envoie un mail et ils nous répondent, mais oh là là, welcome, ça sera un plaisir, un honneur de vous avoir. Et donc, on arrive à Téhéran, on va dans cette concession. Et on y va par la personne qui nous avait hébergé, l'ami que je connaissais, avec qui j'avais travaillé longtemps. Donc on y va sans la Porsche. On y va avec sa voiture, une de ses voitures perso. Vous n'avez pas la voiture, mais je dis non, on va rester 2-3 jours parce qu'on va organiser ça. Et quand on est revenu 2 jours après, là ils ont organisé vraiment je dirais une cérémonie d'accueil, un truc incroyable. Il y avait la télé, il y avait le président des voitures anciennes d'Iran. Il y avait le champion iranien de rallye qui a fait venir ses 2 voitures de collection sur camion, une 356 et une 3 litres 2, enfin fantastique. Donc une matinée dans le centre Porsche, qui était un centre Porsche copié-collé des centres européens. Hein. Le marbre venait d'Italie, enfin c'était un truc magnifique. Après on est allé faire un shooting photo sur le circuit de Téhéran, en faisant attention parce que le champion il voulait commencer à jouer, mais nous, à un moment j'ai dit non, on va se calmer parce que nous, on rentre en France quand même par la route. Quoi. Lui, il avait son camion, son porte-8 là, qui attendait la voiture. Après, on est allé visiter le musée du chat privé, une visite privée toute la matinée. Et ils nous ont remis deux photos encadrées avec les larmes aux yeux, en nous disant il faut absolument revenir. On a une culture française et de l'automobile très importante avec le chat. Et pour la petite histoire, le chat... Dans ce musée, il y avait une Porsche 900. Il y avait, je sais pas combien de Porsche, évidemment. C'est par catégorie. Il y a les Mercedes, les Porsche, les Rolls, des voitures prestigieuses. Et il y avait une 928 de 1979, avec autocollant derrière, voiture de l'année 78, qui avait une 50aine de kilomètres. Quand le chat l'a reçu, il a été tout de suite expulsé avec la Révolution. Donc, il n'a jamais conduit cette voiture qui est neuve. Elle est neuve, elle est exposée. Alors pour le jog, on a ouvert le capot et puis je leur dis alors il me faudrait ça et ça. Et là ils savaient pas si c'était une bêtise, une connerie ou quoi. Je dis non, don't worry, j'ai tout dans la voiture. Ils croyaient que je faisais mon marché, ils me feraient une durite comme ça. La voiture est neuve. Il y a encore des plastiques partout, enfin c'est extraordinaire. Ça c'est un peu un aperçu du premier voyage que tu fais en 2011 avec Baudouin, un de tes 2 fils. Mais est-ce qu'il n'y a pas un moment où tu te dis, et même ton deuxième fils se dit, j'aurais bien aimé aussi le faire, il ne pouvait pas à ce moment-là, il y avait d'autres circonstances de vie. Donc c'est pour ça que tu en fais un deuxième en 2016 ? C'est exactement pour ça, parce que Thibaut, donc mon aîné, était encore étudiant lorsqu'on a fait le premier voyage, mais il a participé activement à la préparation, en faisant les coffrages, tout ça. Puis après, je me dis, bon, il y a un manque là. Il y a un manque parce que c'est vrai que j'ai 2 fils, et si chacun avait vécu cette expérience, d'autant que Thibaut, il est aussi passionné. C'est un motard, il a 3 motos, c'est un fou de ça. Et je lui propose. C'est-à-dire que contre un Baudouin qui m'avait dit, papa, il faut qu'on fasse un truc. Je lui dis, bon, tu voudrais pas qu'on... Il me dit, mais bien sûr. Oh ouais, super, bon. Donc là, je lui dis, bah, c'est à mon épouse, on va repartir. Wow. Donc, on va repartir, mais pas sur le même itinéraire. Donc, on cale un autre voyage. On décide, bien sûr, de le refaire avec la 928, qui est prête au niveau des équipements, mais qu'il va falloir reprendre en mécanique, parce qu'elle a quand même roulé depuis. Et on décide d'aller jusqu'à Tokyo. Donc là, à ce moment-là, tu te dis Paris-Tokyo. Paris-Tokyo. T'as pas encore envisagé le Tokyo États-Unis. Tokyo, on rentre, on met la voiture en container, on rentre par avion, fin du voyage. Ça, c'est l'équivalent de ce qu'on a fait avec l'Iran. 15 000 km. Voilà, environ. Okay. Donc 15-17 000, mais quand même avec quelques particularités, parce que ça nous faisait aller jusqu'à Vladivostok, qui est le terminus de la Transsibérienne, qui est la route quand même de 11 500 km, qui démarre de Saint-Pétersbourg. Et donc, là, à Vladivostok, on prend un bateau, il y en a un par semaine, qui fait Vladivostok, Japon, le port de Sakai Minato, au sud du Japon, et on finit à Tokyo. Paris-Tokyo, donc on prépare là-dessus, mais on prépare en 2-3 semaines, d'un seul coup, Baudouin, qui travaillait, dit « J'aimerais tellement revenir ».
Mais il le dit d'une façon quand même insistante. Et là, je me dis, bah oui, mais on n'a que 2 places dans la voiture, hein, et transformer. Et puis, bon, ça va pas plus loin. Et puis, j'ai réfléchi, je me dis, bon, il me le demande, c'est encore une fois, c'est un cadeau fantastique, ça, si on peut je peux pas dire, oh bah non, la place est prise, bah non, même. Et là, avec la carte, je me dis, au final, une fois à Tokyo, on charge la voiture de l'autre côté, côté américain, et du coup, on fait l'autre partie avec Baudouin aussi, comme ça, chacun, mais pour pas faire. En face de Tokyo, il y a San Francisco, en gros, hein, pour faire San Francisco-New York. Mais à ce moment-là, on remonte plutôt en Alaska, en Anchorage, et on fait Anchorage-New York. Donc, du coup, ça devient plus du tout un voyage simple, ça devient une boucle autour de la Terre, avec 2 passages bateaux importants, tout le Pacifique et tout l'Atlantique au retour. Et du coup, c'est pas Paris-Tokyo, c'est Paris-New York. Bref, c'est une boucle autour de la Terre. Donc 35 000 km, quoi. 35 000. 34 714, exactement, depuis le départ et le retour de la voiture. Donc 35. Et là, je me dis, bon, là, c'est plus la même envergure de voyage. On refait 2 gros voyages avec surtout un transfert bateau, hein, un shipping entre le Japon et l'Alaska. Et du coup, chaque fiston va refaire 17 000 km en gros. Et donc là, à nouveau, 1 an de prépa. Donc concrètement, ce voyage en 2 parties. Sur la première partie, avec ton deuxième fils qui n'a pas encore voyagé. Voilà, Thibaut. Donc Paris-Tokyo. C'est quoi un peu tes souvenirs? C'est des paysages de dingue qui sont forcément, j'imagine, différents. Alors, des paysages d'immensité. Parce que quand cette transsibérienne de 11 500 km, il y a des endroits où on est vraiment, vraiment perdu, quoi. C'est-à-dire qu'il y a on avait un moment, regardez, on a fait 500 km, par exemple, dans la partie sibérienne, hein, où là, il n'y a rien pendant 500 km. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un parking, il n'y a pas un café, il n'y a pas une station-service. On est sur une 2 voies et on se sent extrêmement loin. Avec voilà, cette sensation de quand on regarde la carte, l'autre c'était quand on fait l'Asie centrale, c'est un peu une boucle, on revient vers l'Europe. Là on part vraiment au plus loin, puisque Vladivostok c'est le terminus, après c'est la mer et en face c'est le Japon. Donc cette route, quand on regarde la carte, que tous les soirs on regarde où on est, cette route elle passe au nord de la Chine, c'est-à-dire qu'on va au-delà quand on dit Pékin, wow, c'est le bout du monde. Non, cette transsibérienne elle passe au nord de la Chine et elle redescend derrière la Chine pour finir à Vladivostok. Donc ça, c'est quand même magique parce que plus on avance, plus au début, on se dit, bon, on est encore à Moscou, tiens, on avance un peu, on arrive à Nijni Novgorod, ah ouais, bon, tiens, il y a une concession Porsche. Chaque fois, on allait les voir. Et puis quand on arrive à Irkoutsk, c'est le lac Baïkal, là, il y a encore une concession Porsche, c'est la dernière. On se dit, bon, de toute façon, le lac Baïkal, on est au bout du monde, pas du tout, il reste que presque encore 3000 km. Donc là, on repart dans la toundra, mais là, on sait qu'on repart dans un endroit qui est vraiment paumé, quoi. Même si c'est la transsibérienne avec des grosses voitures, on va passer des Range Supercharged, des Cayenne Turbo, enfin bon, tout ça, mais on est très loin. On est très très loin. Et là, il n'y a plus de grandes villes. Ça reste des endroits où... Donc, on se sent, malgré tout, là, on travaille vraiment sans filet parce que, bon, on sait que de toute façon, quoi qu'il arrive, il faudra mettre la voiture sur un camion et la ramener près d'un port. Donc, on finira le voyage peut-être avec un gros camion Kamaz avec la Porsche derrière. Bon, c'est pas grave. Mais il fallait aussi qu'on voit, hormis toute cette Russie intéressante qu'on a visitée, je voulais qu'on fasse une incursion en Mongolie, donc ce qu'on a fait. C'est-à-dire que au lac Baïkal, on est descendu jusqu'à Ulaanbaatar, la capitale de Mongolie, pour rayonner un peu autour. Il ne s'agissait pas de traverser la Mongolie, où là, il faut des 4x4, c'est du vrai off-road. Hein. Mais néanmoins, symboliquement, on s'est dit, il faut voir un peu ces plaines mongoles avec tous ces chevaux, là. Enfin, c'est extraordinaire, c'est une nature impressionnante. On a dormi dans une yourte, ça, on y tenait, donc... La yourte, bon, on se caille un petit peu, mais au réveil, quand tu vois la petite porte de la yourte et qu'il y a la 928 devant dans l'herbe, là, voilà, avec la veille des 2 bergers mongols qui étaient venus avec des petits chevaux et qui regardaient la voiture avec des yeux, donc on les a dit, mais montez à bord, si vous voulez, on a fait une photo, et puis au réveil, ils nous attendaient avec les chevaux, ils voulaient qu'on aille faire un petit tour à cheval avec eux, bon, on l'a fait, hein, parce que... Mais voilà, c'est encore une fois des grandes villes, parce que quand on visite des grandes villes, tous les pays baltes, on est monté à Saint-Pétersbourg par tous les pays baltes, on commence petit à petit, hein, le premier c'est la Belgique et on continue, la Pologne, etc. Donc, et puis quand on voit enfin Vladivostok, terme de la route, parce que là il faut prendre le bateau. Donc ce bateau il est réservé depuis plus de 6 mois, c'est une compagnie sud-coréenne,
qui relie Vladivostok, Russie, au Japon. Mais Vladivostok, c'est la Russie, mais les gens, depuis le début, nous disaient, mais c'est plus la Russie, c'est la Russie orientale, c'est un autre pays. D'abord, on dit souvent avec des voitures japonaises qu'on est à droite. Enfin, c'est tellement grand que pour eux, on est passé dans un autre pays, alors que ça reste le même, hein, de part en part. Hein. Donc, ce bateau, bah, il est magnifique parce que c'est un ferry, donc on met les voitures, mais c'est pas nous qui les mettons à bord, hein, c'est la compagnie, donc il faut laisser les voitures 2 jours avant au port. Et puis là, bah, on nous dit, tiens, vous serez aussi, il y a un motard qui est là. Alors, on imagine que c'est un motard avec une moto tout-terrain, quoi, une GS, tout ça. Et puis, il dit, non, 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 ils nous font comprendre une moto de course. Je dis, ah bon, une moto de course. Et voilà, effectivement, on a le temps après de passer du temps avec le gars, puisqu'on fait 3 jours à bord et 2 nuits à bord du bateau. Le type, il a une Ducati de course carénée, et il vient des Pays-Bas, et il va à Séoul. Voilà. Et le mec, il est pilote d'hélicoptère. Il est tout seul, avec une Ducati de course. Et tout le carénage, il l'a percé pour qu'elle refroidisse un peu mieux. Et il sait tout faire sur sa moto. Et il se fait un voyage comme ça de 2 mois seul. Voilà. Donc on rencontre que des... Et là, tu te dis même, tu relativises ton projet, et tu te dis, il y a des mecs encore plus fous. Largement. Largement. D'autant qu'on est en restant en contact. Et que le gars, ses projets, bah, il continue. Puisque quand il arrive à prendre un break professionnel, il est avec cette même moto... Il est descendu au Cap Town en Afrique du Sud, donc il a traversé l'Égypte, le Soudan, l'Éthiopie avec cette moto, qui est une moto de course, voilà, donc qui n'est absolument pas tout terrain. Donc c'est fou. Il a dormi avec les Maasai au Kenya avec sa moto. Donc il y a toujours plus Barjot. Et quand on disait waouh, faire ça avec ça, je dis mais honnêtement, c'est facile parce qu'il y a beaucoup de prépa. Mais une fois qu'on part, on est dans une voiture hyper confortable. La 928, elle est hyper confortable. On a de la place, un peu par rapport au motard, on a largement de la place. On a une musique fabuleuse, on peut mettre 3000 morceaux si on veut, on a le chauffage et on dort à l'hôtel. Donc voilà, on est quand même dans des conditions optimum par rapport au motard qui est seul, qui peut tomber, qui campe, une petite tente, et il a son petit réchaud, etc. Nous, on est en mode quand même business class, quoi. Même si le gars en Land Cruiser, ou pire, en camion, parce qu'on a vu des gens qui partaient 6 mois, un couple, avec un camion MAN de 16 tonnes. Donc, on fait le plein d'essence. Ça, c'était au Kazakhstan. On fait le plein d'essence. Au Kazakhstan, il y a des lignes droites de 30 km. On ne touche pas le volant pendant 30 km. Puis à un moment, il y a un panneau qui monte, ça tourne un peu. On se dit, waouh, il y a une épingle. Non, non, il y a 10 degrés. C'est juste pour ça que se réveille, quoi. Et puis à un moment, enfin, on fait un plein d'essence et on va passer un camion type Dakar avec le pont arrière incliné là, pour le porte-à-faux, avec 2 roues énormes derrière, avec le truck. Enfin, il passe, et comme ça fait un bruit de dingue, parce que c'est comme des Unimog, quoi. Il y a des bruits des ponts portiques, etc. Donc là, c'était un gros man. Donc on arrête tout de suite le plan, on a dû mettre 5 litres, on paie le mec, il se demande encore pourquoi, on démarre, bon, on l'a rattrapé très vite, on s'arrête, un couple hollandais, avec un Doberman à l'intérieur, il rentrait de 6 mois de Chine. Et la première question, quand on voit le rapport des masses, là, c'est extraordinaire. On voit le MAN jaune de 16 tonnes et la 928 devant, elle passerait dessous, quoi. C'est vraiment une puce, quoi. Et lui, mais vous faites quoi avec cette voiture? Et on lui disait, nous, voilà, on fait toute la route de la soie, là, on va à Persépolis. Mais vous êtes malade. Bah, je dis non, pas du tout. Non, non, mais comment vous faites pour dormir? Et là, donc, on est resté 1 heure ensemble au bord de la route. Superbe équipement, des GPS de partout, appareils photo haut de gamme, les types, le couple avait chacun le polo avec le nom de leur expédition, enfin, et pourtant ils étaient seuls. Hein. Et voilà, au bout d'1 heure, ils nous ont dit, voyez là, on vous envie. J'ai dit pourquoi? Parce que nous, on vous envie aussi. Il dit oui, mais en fait, on partage les mêmes paysages, les mêmes aventures, mais tellement différemment. Par exemple, la ville, comment vous allez faire en arrivant? Bah, je dis, on ne sait pas où on dort. Il n'y a pas Internet, donc on n'a pas choisi sur Booking. Hein. Donc on va aller voir, et puis... ah ouais. Bah, nous, on y a passé 2 jours. Là, on a à peu près 1 mois de bouffe dans le camion. On dort dedans, on a la clim, le chauffage, les toilettes, la douche, on a tout. Hein. 16 tonnes, bon. Mais on rentre pas dans la ville. On dort sur un parking, généralement devant une station-service. Et quand on sort, on a 20 personnes autour du camion. Ce camion, il vaut 400 000 €. Donc, les gens ne savent pas, mais ils se doutent qu'on a quand même des moyens. Et donc, ils veulent tous quelque chose. Et puis, on veut aller visiter la ville, mais on ne laisse pas le camion. Parce que... donc, il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas.
Et on a très peu de contact avec la population parce qu'on vit en totale autarcie. On a notre bouffe, hein, on a ci, on a ça, voilà. Vous, j'ai dit, nous, on va déjà se faire guider. On a suivi un mec, c'est vrai, dans cette ville pour trouver un hôtel. Quand l'hôtel, ils sont venus, parce que la priorité, c'était quand même toujours stationner la voiture dans un lieu sûr, donc hôtel, parking. Mais la voiture, elle intrigue. Donc tout l'hôtel vient. Du coup, voilà, ça. Ils nous offrent un coup à boire, ils vont nous dire que les petits déjeuners, c'est offert, ils peuvent faire une photo. Le camion, il est sur la station-service. On n'est pas rentré dans la ville. On peut pas, parce que vu les embouteillages et tout, qu'est-ce qu'on fait avec notre monstre là? Donc, il me dit, on vit pas le même voyage. Et pour dîner, j'ai dit, écoutez, nous, on a quand même de l'eau, toujours. On a 20 litres d'eau dans la voiture. Et on a 2 paquets de petits beurres. Vous voyez, on a des gâteaux au chocolat et des sablés, au cas où. Mais c'est tout, on n'a pas de quoi prendre autre chose. Mais tout le long de la route, on mange, quoi. Voilà. Ah ouais, effectivement. Donc, et là, il nous enviait en disant, vous voyez, nous, on sait ce qu'on mange parce qu'on a nos frigos, on a notre congé, on a tout. Et on ne partage pas ça. Et honnêtement, je comprends. Je préférais largement mon mode de vie pendant ce voyage. C'est sûr, pendant libre. 6 mois, c'est peut-être long. Ouais, plus libre. Mais par contre, le point commun entre, tu vois, le motard, le camion ou toi, c'est que finalement, vous avez, de par le pare-brise ou pour le motard directement la visière ou le camion aussi par le pare-brise, c'était votre écran de ciné. C'est toi qui me donnais cette expression. C'est un écran, c'est un 16/9 géant. C'est-à-dire que, encore une fois, on ne fait pas des sauts de puce. Quand on arrive, par exemple, après une nuit d'avion quelque part dans un lieu complètement, on s'est dit, wow, hier matin, j'étais place de la Concorde et là, je suis dans la capitale de tel pays. Oh, quel changement. Là, non, on a eu le temps de la voir venir, la capitale, parce que chaque jour, chaque virage, c'est un nouveau panorama. Donc, ça défile comme un écran de ciné, sauf qu'on va passer du désert, les déserts iraniens ou les déserts kazakhs, la mer d'Aral, enfin des trucs. D'un seul coup, on se retrouve dans les montagnes, et c'est un perpétuel comme ça, ciné. C'est un grand ciné, quoi, l'écran de la voiture devient un écran de cinéma, quoi. Ça déroule, quoi, ça déroule. Mais le plus, c'est que chaque soir, on va avoir on se dit, waouh, superbe hôtel. Ou au contraire, qu'est-ce qu'on fout là, quoi. Il y a des fois, il nous est arrivé d'arriver une nuit, chose qu'on évitait toujours après une très mauvaise route, parce que par exemple, au sud Kazakhstan, ils refaisaient la route. Distance totale des travaux, 6000 km. Et le sud, le nord, ils refaisaient tout. C'était les Italiens qui dirigeaient ça. Et ils faisaient ça par tronçon de 60 km. Pendant 60 km, la route était neuve. On aurait pu prendre 300 chronos. Bon, on ne pouvait pas Excel, mais on ne le faisait pas. Et puis d'un seul coup, il y avait une flèche et on descendait de la route et on roulait sur 60 km de caillasse. Dans des endroits comme, par exemple, Baïkonour. On arrive à Baïkonour, le pas de tir des stations Mir, quoi. C'est complètement fou. On ne peut pas rentrer, hein, c'est militaire, mais là, on est là. Bon. Et puis après, on reprend la bonne route. Donc, ce jour-là, on a perdu beaucoup de temps. Quand on est arrivé dans la première grande ville, on arrive dans un... On nous guide, on nous conseille un hôtel, on perd du temps, on est crevé, on a plein de poussière. On a supprimé la clim dans la voiture, hein, pour des questions de facilité. On avait un radiateur neuf, mais la clim n'est pas extraordinaire. Donc on s'est dit, bon, c'est des sources de panne en moins. On a tout viré pour que ça soit plus fonctionnel. Et donc on arrive. Donc c'est fatigant d'aller à un hôtel, puis un autre, puis enfin on arrive dans un hôtel, la cour, je me rappelle, on garde la voiture, on ouvre la porte, à côté, il y a très peu de lumière, on ne sait toujours pas pourquoi, il y avait une remorque, un peu, pas en verre, mais en plexi, avec un lion dedans, vivant, hein, un vrai. Hein. Donc imagine, d'un seul coup, on sort de la voiture, il y a un lion qui est... C'était pas un zoo, c'était une remorque avec un lion qui était garé dans la cour de l'hôtel. Bon, très bien, après on veut dîner, on va dans un immense restaurant, on est seuls, on est tous les deux, quoi, voilà. Bon, c'est sûr que dans le camion MAN, ils n'ont pas la même expérience parce qu'ils sont en dehors de cette ville. Ils vont peut-être approcher si c'est une grande ville, si c'est une petite ville, ils ne rentrent pas. Nous, on est obligés de rentrer. Il fait nuit, on ne dort pas dans la voiture, on veut dîner quelque part, et au réveil, en fin de compte, ça a une autre gueule, quoi. Mais la nuit, c'est un peu stress, quoi, parce que ce lion, comme accueil, c'est moyen, quoi. Voilà. Tu disais, vous avez fini votre voyage au Japon. Voilà. Ça a été quoi le dernier accueil un peu justement quand tu arrives en terre japonaise, même avec la voiture? Alors déjà, quand on a embarqué cette voiture à Vladivostok, le bateau fait une escale en Corée du Sud. Et quand on arrive au Japon, c'est l'anniversaire de mon fils. Thibaut avait 30 ans ce jour-là. Donc ça, c'est mythique parce que, en fait, en guise de dîner, on a dîné à Hiroshima le premier soir, le jour de ses 30 ans. Donc ça, c'est un souvenir inoubliable. Et puis après, on remonte jusqu'à Tokyo. Donc on a visité quand même Kyoto, le mont Fuji. Dans ce tour du monde, on a vu des choses
très, très symbolique. On est passé au pied du mont Fuji, au Japon. On est passé au pied du mont McKinley, en Alaska. On a dormi 2 nuits à Hiroshima, 2 nuits à Kyoto, 4 nuits à Tokyo. Et puis quand même, à un moment, on se dit, il faut qu'on fasse la vidange à mi-chemin. Donc on s'est rapproché d'une concession Porsche et j'avais envoyé un petit mail à Hiroshima et on est allé à Porsche Hiroshima. C'est magique, quoi. Et les gars étaient tellement heureux, ils voulaient laver la voiture, ils ne savaient pas comment. Voilà, tout le monde a arrêté de travailler, ils nous ont mis la voiture sur le pont. On avait l'huile, on avait tout dans la voiture. Mais après, bien sûr, ils nous ont mis des cadeaux, ils ont voulu une photo de groupe. Enfin voilà. Donc l'accueil au Japon était très discret parce que ce sont des gens extrêmement très policés, quoi. Et vraiment, le gars qui est en Porsche 911 au feu rouge, il va essayer de nous croiser un regard en nous disant un petit bonjour, mais voilà, mais à côté de ça, c'est complètement différent de ce que l'on avait vécu avant, quoi. Quand on passe des grandes villes russes au Japon, là, on risque, si ce n'est qu'on, c'est un peu compliqué parce qu'on roule à gauche, tout est en japonais, donc déjà le premier plein d'essence, on est un peu paumé, quoi. On ne sait pas ce qu'il faut mettre comme couleur. Puis alors, petite anecdote, quand on débarque la voiture au port de Sakai Minato, qui est à peu près à 115 km d'Hiroshima, malgré que tout soit prêt à l'avance au niveau transit, c'est-à-dire les documents, tout doit être en japonais. Permis de conduire, assurance, il faut une lettre de l'Automobile Club du Japon. Donc on a 7 heures de procédure avant de pouvoir démarrer la voiture pour aller d'un bureau à l'autre. Avec le transitaire, avec un petit camion, il vous emmène à 20 km. Là, à chaque fois, on nous remet l'assurance, la copie de mon permis, la lettre de l'Automobile Club. Et puis, on revient enfin au port en se disant, pourvu que notre voiture soit toujours là en bon état, parce qu'elle a été parquée avec des trucs sous douane. Et dernière épreuve, c'est la douane. Donc là arrive l'équipe de douaniers avec le chef, avec 3 galons, 4 personnes derrière lui. Et là, on se dit, bon, c'est la dernière épreuve. Après, ouf, on peut rouler. Il regarde la voiture. Là, on ne sait jamais si ça prend un quart d'heure ou 3 heures. Il peut tout démonter. On se dit, est-ce qu'il ne va pas dégonfler le pneu de la roue pour voir s'il y a de l'air dedans, quoi. On ne sait pas. Et il se penche vers moi, il me dit, dans un anglais impeccable, il y a 2 ans, j'avais une 928. Là, mais même lui, il a les yeux qui brillent, quoi. Maintenant, j'ai une 911. Je lui ai pas dit mauvais choix, je suis resté très sobre. J'ai dit, fantastique, toujours Porsche. Donc là, ils ont survolé la voiture. Flyer à tout le monde, une photo, enfin voilà. Encore une fois, la voiture aide énormément. On sort avec un gros 4x4 bardé de matériel. Bon, voilà. Là, on est en mode, qu'est-ce que c'est que ce père et son fils, là? Il faut toujours préciser que c'est le père et le fils, quoi. Il y a certains pays, ça peut être, disons, mal compris, quoi. Un jeune et un beaucoup moins jeune ensemble. Ça nous est arrivé parce que quand on cherche un hôtel, parfois on a du mal. Quand on trouve un hôtel, et enfin un hôtel où il y a une chambre, et parce qu'il pleut, il fait froid, il fait nuit, c'est la nuit. Et je revois une fois, on rentre dans un hôtel, peu importe le pays, en Asie centrale, et je dis, voilà, et le gars nous dit, j'ai qu'une chambre avec un grand lit, et là je fais, yes! Et sous-entendu, enfin on est à l'abri. Et là, le type a reculé d'1 mètre. Donc après, on avait une autre approche. J'ai dit, il est bien. Je suis avec mon fils, on fait un tour du monde. Ok, voilà. Pour pas qu'il se dise, il est heureux d'avoir un grand lit. Très, très mal perçu, quoi. Toujours, faut s'adapter. En fait, un voyage, peu importe, encore aujourd'hui, que ce soit un voyage perso, pro, il faut s'adapter au contexte. Jamais dire, non, après, on le savait. Ça nous a servi de leçon pour les autres fois, quoi. Donc ça, c'était la première partie de ce voyage. Ouais. La deuxième partie, elle commence déjà par tout simplement faire un shipping de la voiture du Japon vers Anchorage, donc en Alaska. Ouais. Mais là, je crois que c'est pas passé exactement comme prévu. Catastrophe. Là, au Japon, Tokyo, on laisse la voiture, on l'amène. Tu rentres, toi, en avion avec Voilà, on rentre avec l'avion, on laisse la voiture chez le transitaire, fantastique, des pros. Notre Chris, l'organisateur, enfin le transitaire avec qui je travaillais, avait trouvé les bonnes compagnies, enfin les types charmants. Et ils avaient transporté les Miura pour les 50 ans, je crois, de la Miura, donc ils nous montraient les photos, enfin tout. Sous-entendu, vous inquiétez pas, votre voiture va être bien transportée. Donc très bien. Et la voiture, entre le Japon et l'Alaska, il n'y a pas de liaison maritime directe, c'est 3 bateaux. Donc c'est un peu compliqué, mais ça, c'est ce qu'a fait préparer le transitaire, le transporteur. Voilà, et la première étape, c'est Seattle. La voiture faisait Japon, Seattle, Tacoma, Anchorage, 3 bateaux. Et elle arrive à Seattle, donc moi, je suis rentré à ce moment-là.
Je prends 15 jours de vacances avec mon épouse. Il faut faire le lien avant de démarrer la deuxième partie américaine. Et la voiture arrive à Seattle. Il m'appelle, il me dit, elle est là, nickel, parfait. Le lendemain, il me rappelle, il me dit catastrophe. Je dis, comment ça? Donc j'imagine le conteneur qui a été lâché, qui est tombé, qui est écrasé, je ne sais pas. Il me dit, non, ils veulent inspecter le conteneur. Les douanes américaines. Bah, je dis, c'est rien ça, ils ouvrent le conteneur. Il dit, non, c'est pas rien, c'est 15 jours de procédure administrative. Bon, ça coûte 1500 $. Bon, mais 15 jours de procédure, on rate le deuxième bateau. Puis le troisième. Ils sont payés, hein, c'est perdu. La place du conteneur est prévue, le conteneur ne charge pas, le transporteur, l'armateur, c'est pas son problème. Donc, il me dit voilà. Et après, il va falloir pas mal de documents pour faire ce contrôle. Je dis, mais attends, on a déjà tout, là, car les passages en douane. On me dit, ouais, mais. Et à 2 jours de la date, il me dit, la date n'est pas fixée, on le saura 48 heures avant. 2 jours de la date, il me dit, voilà, il manque 2 documents. Je dis, comment ça, 2 documents? Il vous faut vos billets d'avion. Je dis, quand vais-je les prendre dès qu'on a fait le contrôle et que c'est bon, je les prends. Il fait, non. Et il faut les billets d'avion et il faut un référent aux États-Unis. Quelqu'un qui se porte garant de vous. J'avais un super copain en Nouvelle-Orléans. Heureusement, il me donne tous ses contacts, etc. Et je lui dis, pour les billets d'avion, attendons que le contrôle soit fait. Et là, je prendrai. Il me dit, c'est marqué en bas, s'il manque un document, la voiture est vendue aux enchères immédiatement. Ça prouve que c'était limite et que justement, la voiture n'est pas conforme. Donc, elle est revendue tout de suite. Ah bah, ils ont tout eu en une demi-heure. Hein, j'étais fou. Après, ils m'ont dit, en fait, c'est par sondage. Au début, ils ont dit par sondage. On prend un conteneur parfois au hasard. Après, une fois l'inspection faite, ils ont dit, en fait, ce conteneur nous a un peu intrigués. Une Porsche qui fait un tour du monde seule, parce qu'on avait envoyé le lien d'un autre site, tout ça, ça leur a paru bizarre. Qui n'est pas un organisateur, comme un rallye, comme un référent, et non pas le père et son fils, avec une voiture pleine de stickers. Il faut qu'on voit à quoi elle ressemble. Et ils ont ouvert le conteneur, ils ont sorti la 928. Oh bah oui, c'est une 928. Ils l'ont remise dedans, ils ont fermé. Mais nous, on était bloqués. Donc du coup, plus de bateaux. Ils me disaient, le gros problème, c'est que maintenant, les prochains bateaux, tu arrives en Alaska 1 mois plus tard. Et 1 mois plus tard, voire 2, là, il fera très froid. Et là, on était en début septembre. Donc j'ai fait transporter la voiture de Seattle à Anchorage par camion, 2000 km, avec franchissement de frontières. Enfin, tout ça, c'est beaucoup d'aléas. Et puis après, on est allé récupérer. Donc, en fait, le transit time, comme on appelle ça, entre les deux ports, ça a duré 2 mois au lieu d'1 mois. Et on a redémarré la deuxième partie avec 1 mois de retard, donc en limite de grand froid, quoi. Donc, c'était un peu compliqué. C'est quoi un peu les souvenirs que tu gardes justement de cette partie-là du voyage? Parce que c'est encore, si on schématise, encore plus de 15 000 km. Ah ouais, encore 17. Mais là, c'est très safe, puisqu'on est aux États-Unis et au Canada. On va avoir des paysages encore complètement incroyables, ou des lieux, ou des endroits où c'est vraiment c'est autre chose que la Sibérie ou que le sud iranien ou que la mer d'Aral. Mais par exemple, on est monté au cercle polaire en Alaska. Quand on a repris la voiture, on est allé à Fairbanks. Fairbanks, je souhaitais avoir une photo de la voiture devant le cercle polaire. Et c'est les routes de l'impossible, là. Donc, c'était quand même une journée de piste aller-retour où on roule doucement. La route est damée, il fait pas moins 30, mais c'est quand même un peu, voilà, on est entouré de rames, de Raptor, de véhicules tout-terrain, et quand on arrive devant ce panneau cercle polaire, là, qu'on met un 928, waouh! Bon, on a eu du mal à la prendre en photo seul, parce qu'il y avait un bus tout-terrain de Coréens qui se sont jetés sur la voiture en se posant partout autour. Moi, j'ai dit, s'il vous plaît, il faut me prendre notre bagnole devant le panneau. Voilà. Mais là, c'est magique, là, de se dire, on est au cercle polaire en Alaska. On est parti quand même de la place de la Concorde. On a vu Hiroshima, on a vu Saint-Pétersbourg, et là, on est au cercle polaire. Là, c'est très haut, c'est très, très haut. Et ils nous avaient prévenu depuis Fairbanks, attention, si vous avez le moindre incident ou la moindre demande, même 20 litres d'essence, c'est 1400 $. Hein. On envoie un camion, c'est route de l'impossible, donc il faut payer. Hein. Vous n'êtes plus du tout en zone de confort, là. Hein. Vous quittez la civilisation. En gros, c'est ça, hein, ils vous préviennent. Hein. Bon, donc voilà, on est revenu et après, on a déroulé, mais en tourisme, parce qu'encore une fois, ce voyage, c'est du tourisme. C'est une longue route, mais où on visite. On n'a pas à dire, tiens, on ne sait pas où on dort à chaque fois. Donc, on se dit, on estime, tiens, 2 jours, là, San Francisco, on fait 2 nuits, 3 nuits, Los Angeles, 2, 3 nuits. Là, on roule pour se rapprocher de la vallée de la mort. Là, on va faire la vallée de la mort toute une journée. Las Vegas, 2 nuits. Enfin, c'est ce que... C'est à la carte, quoi. On est totalement libre. Et c'est ça aussi le côté grandiose. On n'est pas qu'un groupe, quoi.
Puis paradoxalement aussi, tu me disais qu'il y a eu un super accueil de la part des centres Porsche un peu partout dans le monde. Là, aux États-Unis, ils en ont plus ou moins rien à foutre. Bon, complètement. Ouais. C'est-à-dire que les centres Porsche, partout où nous sommes allés, je dirais de l'Ukraine à la Lettonie, en passant par le Japon, ils sont très accueillants. Mais en plus, on ne vient pas demander un boulon, un café, quoi. C'est juste pour les saluer. Aux États-Unis, mais rien à foutre. Hein. La première fois, on se dit, bon, le gars doit être mal luné. Tu vois, c'est encore Edge. Alaska, il y a un Porsche. On va leur dire bonjour. Déjà, on a du mal, on attend. Si vous avez rendez-vous, je dis, non, on n'a pas rendez-vous. La voiture est devant, là, la fille regarde, que c'est que cette bagnole, mais bon. Et puis, le boss arrive, maman, oui. Et voilà. Alors, il sort, il fait une photo, et il nous dit, je vais la montrer à ma fille, ça va l'intéresser. Bonne route, et il retourne dans son bureau. Bon. Ok, il nous dit pas, tiens, vous restez 2 jours, profitez-en pour aller voir. Tu vois, on a fait un tour en hydravion, on a fait des trucs, on aurait aimé être un peu bon. Ok, c'est pas grave, on dit peut-être mal luné. Non, honnêtement, ça a été quand même assez. On l'a retrouvé sur tout le long, quoi, y compris, je sais pas moi, à un moment on en a ras-le-bol, quoi. À San Francisco, grand centre Porsche, les gars, ah, France, ah, Citroën 2 chevaux, tout ça. Alors, si vous voulez, oui, si on peut vous aider, on regardait quand même les voitures exposées, comme dans un superbe showroom. Mais bon, ça les intéresse pas. Il y avait un côté, voilà. En revanche, si on a été super accueillis avec des clubs 928. En l'occurrence, celui de Vancouver. Là, ça a été extraordinaire. Ils nous suivaient, ils voulaient absolument qu'on se rencontre. Donc, on a passé une journée avec eux. Le soir, ils sont venus avec toutes les voitures, dîner. Et puis, le chef mécano de tout ce club nous a dit, vous nous rendez fiers de nos voitures avec ce que vous faites. Parce que, en gros, indirectement, vous prouvez que c'est des voitures incroyables et vraiment des voitures qui peuvent rouler loin, quoi. Et sans problème, surtout. Parce que si on a des problèmes tous les 3 jours, ça dissuade et puis on prend le voyage un peu en grippe, quoi, en se disant, waouh, que là, bah non, tous les matins, que contact, moteur, quoi. À San Diego, par exemple, à la frontière mexicaine, il y avait un couple qui nous suivait, qui nous avait dit, il faut absolument qu'on vous voie, etc. Ils étaient tous les deux propriétaires de 4 Porsche 356. Ils sont venus nous chercher à l'hôtel, ils ont fait faire tout San Diego en 356, chacun en passager, quoi, déjà, voilà. Il y a des très belles rencontres. Mais bon, les concessions Porsche, c'est anecdotique, c'est comme ça, voilà. Ouais, bien sûr. Je pense qu'il y a un côté, ça les intéresse pas tant que ça, quoi, voilà. Y compris sur la route, hein. Sur la route, hein, les mecs nous facilitaient absolument pas On a eu des endroits de neige. On est arrivé à Calgary, tempête de neige, la 928 sur l'autoroute en travers. Le gars, il est derrière avec son Ram, son Dodge, il klaxonne, il se met à 2 mètres, et après, il fait un bras d'honneur en doublant, quoi, voilà. Alors que la 928, elle est comme ça, hein, parce qu'il y a à peu près 20 cm de neige. On se dit, on ne peut pas s'arrêter, on ne repartira pas, là. Donc, c'est fou. Et ça a été, voilà, pendant 100 km, quoi. Mais 100 km, on se dit que tout peut s'arrêter quand même très vite, hein. Parce que même les gars qui sortaient de l'autoroute étaient bloqués. Tellement la rampe, il y avait ça de neige. Alors eux, ils ont des 4x4, mais enfin, on dit si on sort, donc on est obligé de continuer. Et le gars, il est à 3 mètres derrière, quoi. Enfin, il est collé. Mais pas une fois, plusieurs fois. C'est comme ça. On est là pour nous, on profite. Donc on n'est pas là pour toujours faire preuve de grande humilité. Et de ne pas juger et juste de prendre... Le gars, il vous fait On ne sait pas où ça peut se terminer. Les Japonais qui veulent faire des drifts, ils venaient à côté de nous, à Saint-Pétersbourg, des gars, ils voulaient faire des drifts, ils commencent et tout. Alors, on sourit, machin, mais on rentre pas dans le jeu, quoi. Si le gars, il vous contrôle, ok, très bien. Faut être... Encore une fois, on va loin, lentement, par nos propres moyens. On peut pas se dire, demander à l'organisateur, on a payé, hein, c'est bon, on est en règle. Non, non. Le gars, il peut arrêter, saisir la voiture, on ne sait pas. Donc, on avance gentiment, mais sûrement, quoi, en espérant qu'une chose, c'est arriver à New York. Et quand on arrive à New York, ça, c'est quand même un souvenir parce que il fait nuit, enfin, il est 20h, 21h, il y a un feu et il y a un type qui nous klaxonne. Non, c'est Baudouin qui est au volant. Le type nous klaxonne pour qu'on baisse la glace. Donc, on est à New York, on est au terme du voyage. On a fait 34 714 km. Et le gars nous dit, vous avez le droit de rouler ici avec ce genre de bagnole, et il repart à fond. On est resté, waouh. Welcome, bon, ok, fin du voyage, c'est pas grave, mais c'est-à-dire qu'il faut s'attendre à tout, quoi, voilà. Au même titre qu'on va avoir des gens qui ont toujours le pouce levé, voilà. Donc, c'est en permanence, on avance, on est tellement heureux de vivre cette aventure qu'on n'est pas là pour, voilà. Il faut savoir que sur les 17 000 km américains, on a été contrôlé une fois
Alors, c'était un peu mon obsession. Je me dis, on va se faire... D'abord, on respecte les limitations, évidemment, mais pourvu qu'on ne soit pas contrôlé par des procéduriers, on ne sait pas. La voiture, on n'a peut-être pas le droit d'avoir une roue fixée, on ne sait pas. Et sur la plage de Daytona Beach, pour Donc 10 c'est dollars... en Floride, ça. Hein. En Floride. Pour 10 dollars, on peut rouler sur la plage. Donc, il faut qu'on le fasse quand même. Ça va être une photo sympa. La photo est très importante dans le voyage. Moi, je suis un peu là-dessus. J'insiste, quoi. Donc, on a fait beaucoup de photos. Et à un moment, il y a un pick-up avec gyro, police. Il fait demi-tour, il nous croise, il fait demi-tour, il met la rampe de gyro, il klaxonne, on se gare. Et le gars arrive vers nous, très gentil. Et tout de suite, il nous dit, non, non, vous n'avez rien fait de mal. Mais on veut juste savoir, c'est quoi cette plaque minéralogique? Vous venez d'où? Et donc, on vient de Paris. Wow. Ça a été le seul contrôle. On peut voir juste vos papiers, mais ils ont voulu voir nos passeports, c'est tout, même pas d'assurance ni rien. Non, non. Ça a été le seul contrôle policier américain. Quand des fois j'entends, attention, là-bas, ils sont. Dès lors qu'on respecte, voilà, il n'y a pas de problème. Hein, malgré une voiture un peu atypique. Parce que la voiture, avec cette carte, ça nous sert. Les gens y voient. Et souvent, et même encore maintenant, ils me demandent, mais vous allez le faire ou vous l'avez fait? Ça, c'est la première question. Et la deuxième, dans quel sens? Vous êtes parti d'où, là? Parce qu'on voit l'itinéraire sur la porte, mais on ne voit pas dans quel sens, quoi. Donc, on est parti de Paris et on revient à Paris. Waouh! Voilà, et ça, c'est... Voilà, après, l'histoire continue, quoi. Donc c'est un voyage que tu as terminé au Havre, parce qu'il a fallu ramener la voiture par on l'a bateau. fini à New York, en faisant quand même... bien sûr, comme chaque fois, c'est-à-dire que chaque grande ville, l'idée, c'est on stationne la voiture à l'hôtel. Si on passe une journée ou deux, le lendemain, on visite à pied, ou enfin en taxi ou en bus, en ce qu'on veut. Et puis, on ressort la voiture une demi-journée pour faire des photos, quoi. De New York, on est resté au moins 3 nuits, je crois, 3 jours, et pour l'amener chez le transitaire. Donc, on a eu le temps de visiter. On a rencontré la grande concession Porsche à New York, qui a quand même déplacé des voitures pour la poser dans le showroom entre une Carrera GT, enfin un truc extraordinaire. Ou une 918 plutôt. Mais elle est restée une après-midi dans un showroom de New York. Pareil, je disais, elle n'est pas à vendre. Hein, mais c'était fabuleux, quoi, d'avoir cette voiture dans New York, alors même qu'on est venu par la route. Hein. Alors des fois, ça fait sourire par la route, mais il y a une route. Alors des fois, je dis oui, mais enfin, il y a aussi des bateaux. Quand même, et c'est vrai qu'au final, elle a fait tout le Pacifique et tout l'Atlantique, cette voiture. Donc une fois à New York, on l'a laissée, on est rentré. Et la voiture a navigué par container jusqu'au Havre. Et là, on est allé la rechercher avec des copains, avec mes fils, bien sûr, avec des amis. On l'a récupérée au Havre et retour à la maison en repassant par la place de la Concorde, de là où nous étions partis. Quoi. Je tenais absolument à ce qu'elle stationne sur cette place, alors même qu'on était parti de là vraiment à l'aventure. Parce qu'on est parti de la Concorde pour le Tour du Monde. Un copain nous a suivis avec une SL 55 AMG jusqu'à l'Étoile. Et après, on est seul. C'est qu'après, on est livré à nous-mêmes. Et en venant tout à l'heure à Reims, ça m'a fait la même impression parce que quand on est parti en Iran, un copain qui a un break M5, un BM, il habite à Seine-et-Marne. Donc à la fin, il nous escortait sur la 4. Et à un moment, il a mis les warnings, il est sorti, lui, chez lui. Et je crois qu'il habite Château-Thierry ou pas très loin. Et là, on s'est dit, ça y est, là, on est tout seul. Tant qu'on est avec, et d'un seul coup, on est mais vraiment seul. C'est le côté, voilà... peut compter que sur nous-mêmes. Donc, c'est pas grave, on a essayé de tout prévoir, mais encore une fois, on ne sait pas, ce soir-là, on avait dormi au Luxembourg, on aurait pu dormir avant, après, ça dépendait. Quoi. Donc, encore une fois, c'est la vraie aventure, c'est dans le sens où on la gère nous-mêmes. On ne suit pas un groupe, il n'y a pas une fiche de route, on sait pas, mais on sait qu'on a un impératif quand il y a un bateau. Voilà, ça c'est sûr. Alors que l'Iran, l'impératif, c'était de rentrer plus ou moins 2 mois et demi après. Je ne pouvais pas partir 6 mois non plus, quoi. Quand tu rentres d'un tel voyage avec succès, parce que comme tu le dis, tu as vécu des moments incroyables, tu n'as pas eu de panne, est-ce que tu n'as pas qu'une envie, c'est de repartir, refaire un voyage? Et il y a aussi le fait que le projet a été médiatisé, surtout a posteriori. Ah oui, sans que ça soit prévu. Il n'y avait pas du tout, à aucun moment, j'aurais imaginé qu'est-ce qu'on en parle et que ça intéresse autant. Parce que ce qui intéresse, et ça je le vois souvent dans les yeux des gens qui me parlent, c'est de se dire, en fin de compte, c'est possible. Ce n'est pas... Quand on voit des gros rallyes, des grosses organisations, c'est toujours des trucs, wow, j'aurais aimé faire ça ou j'aimerais. Mais là, on s'est dit, il l'a fait avec son fils. La voiture, c'est pas Porsche France qui lui a donné, c'est pas un pilote de rallye, c'est pas... Il a arrêté de travailler pendant X temps, et donc c'est faisable. Après, c'est faisable à échelle variable. On peut aller en Bulgarie, on peut aller en Allemagne, on n'est pas obligé d'aller à Vladivostok, hein, mais c'est tout à fait faisable. Voilà. Et après, moi, j'avais rencontré des gens dans la presse auto, voitures anciennes, auto rétro, qui étaient totalement enthousiastes. Ils étaient venus au départ. Après,
des fois, il faut aussi il y a un facteur chance qui compte énormément dans ce genre d'expédition, quoi. Et au retour, on a très bien beaucoup sympathisé avec Marc Weyhoun de chez Porsche, qui a beaucoup fait pour la com de cette voiture, puisqu'il l'a fait venir au Mans Classique, et on est devenus très amis, et autour du monde, c'est pour ça qu'il y a Porsche Classique sur la voiture. Et au retour, sur cette émission, tu le sais. Voilà. Et puis au retour, il y a eu... on a croisé Dominique Chapat par hasard dans un motel en Californie, quoi. Et donc on est passé à Turbo, alors c'était pas du tout prévu. Après on est passé sur C8, on est passé sur Automoto. Enfin voilà, la voiture, elle est passée dans la presse. Et après, alors là, le summum, Porsche Allemagne a demandé la voiture. Un jour, a appelé Porsche France en demandant on voudrait la voiture pour qu'elle participe avec son pilote à un rallye extraordinaire en Autriche. On sort 3 voitures du musée Porsche. Et on veut en 4e la 928 du Tour du Monde. Là j'en croyais pas. C'est impensable qu'au départ. Donc je me suis retrouvé en Autriche avec l'écurie Porsche, quoi, avec 3 voitures du musée, un mécanicien, un photographe, la logistique Porsche et ma voiture qui n'avait rien à voir là-dedans. Quand ils m'ont dit vous avez un Tripmaster mécanique, électronique, je dis non, j'en ai aucun, moi j'avais que des GPS. Très bien, ils ont fait venir un gars à la nuit de Stuttgart pour mettre ça sur la voiture, et puis je participais avec ce rallye au milieu de voitures d'exception, quoi. L'Audi Quattro de Walter Roll, une Jaguar Type C qui avait couru au Mans, enfin une vraie. Hein. Donc des trucs, et là, et tout le monde venait me parler de cette 928 qui a fait un tour du monde sans assistance. Ça, c'est intéressant parce que souvent on me dit, bon, faut l'avouer, vous aviez un Cayenne derrière, je dis non, j'avais mon super mécano Igor par téléphone au cas où, mais il n'y avait personne. Et ça, c'est ce qui fait aussi un peu la magie du voyage, de se dire, on travaille sans aucune remorque, quoi. On part, tout ce qui est dans la voiture, c'est ce qui va nous aider pour le voyage, hein, mais on n'a rien d'autre. Hein. On n'a pas vraiment d'assistance physique, en tout cas. Et c'est quoi un peu les prochains souvenirs que tu voudrais créer avec cette voiture? Parce que je sais que tu es reparti aussi en Islande avec un copain. Reparti en Islande avec un très vieux copain podologue aussi, de 40 ans, et après le Covid. Alors, au retour de ce voyage, quand la voiture a été vraiment médiatisée, exposée à Rétromobile, exposée au Porsche Center du Mans, amenée au Nürburgring en plein mois d'août, où ils m'ont fait venir de Porsche Stuttgart avec Magnus Walker et tout. On avait sonné chez lui à Los Angeles, donc on avait un lien un peu amical, complètement différent du lien normal. Bon, c'était fantastique. Mais je voyais cette voiture chez moi, à côté de la Jaguar, en me disant merci, quoi. Voilà. Faut pas que... Cette voiture, elle nous a tellement donné de satisfaction, faut pas la remettre en zone de risque. Tu vois. Elle a tout donné, elle a fait un tour du monde, donc fantastique. Voilà, maintenant, elle a le mérite, comme la 4L, de se reposer et de rouler comme je le fais très souvent. Elle sort tous les week-ends, la voiture. Mais en France, gentiment, où je suis allé à Milan, je suis allé en Angleterre avec, mais ça s'arrête là. Et puis, petit à petit, c'est plus fort, quoi. Cette voiture, elle est faite pour rouler. D'abord, elle l'a prouvé, elle est équipée. Et je me dis, non, il y a des choses encore à voir avec, quoi, à son bord. Donc, l'Islande en a fait partie avec un copain c'est mon vieil ami que j'ai appelé, Thierry, et on a fait le tour de l'Islande. Donc, ça, on n'est pas allé faire du off-road. Hein. L'Islande, c'est très dur, hein. Mais sauf si on prend la route nationale 1 qui fait le tour et là, on était reçu par le club Porsche Classique, des gens fantastiques. Enfin, voilà. Donc, c'est chouette parce que pendant l'embarquement, on est au milieu de Hummer H1, de Unimog, de Pinsgauer, de véhicules avec des cellules et tous disent mais vous avez fait cette route-là avec cette voiture? Parce que nous, à côté, on était vraiment une puce, quoi. C'est au milieu de tous ces véhicules tout-terrain. Ah, je dis oui, là, l'Islande, c'est juste pour une belle balade, quoi. Parce qu'il y a des c'est une blague pour nous. Ouais, c'est une belle balade, quoi. Mais parce qu'on ne faisait pas de off-road. Mais c'est vrai que c'était fabuleux. C'était un complément. Et les compléments, j'espère qu'il y en aura d'autres parce qu'il y en a d'autres de prévus dans ma tête, quoi. Je voudrais que cette voiture, elle est roulée sur les 5 continents. Voilà. Justement, tu sais, pour finir toujours les épisodes, j'ai une question traditionnelle qui peut te paraître totalement bateau. Bateau, ça me parle. Hein. C'est qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, que ce soit évidemment par rapport à la 928, mais même de manière générale. Que ces projets, parce que j'appelle ça, c'est encore en stade de projet, aboutissent. Et en tant que passionné d'auto? Alors, passionné d'auto, tu veux dire quoi, en acquisition? Pas forcément. Parce que là, ma boîte est bien remplie. Non, moi, si je reste dans l'image de la Porsche, j'avoue qu'une 991 Targa, j'adore.
J'adore. Mais ça serait vraiment un bonus. J'en ai pas le besoin réel. Le vrai besoin, c'était de remplir mon coffre à jouets, entre guillemets. Et ces 3 voitures, dont je rêvais gamin, je les ai. Celle-là, en plus, avec laquelle on a fait des choses, en plus avec mes fils, quoi. Donc, c'est pour ça que c'est important de dire avec les fils, parce que des fois, on se dit, ah ouais, avec des copains, bon, on s'amuse bien. Avec les fils, il y a une autre responsabilité. C'est pas le fils qui emmène le père, qui est un peu gâteux, c'est pas le père qui emmène le fils en disant, je vais te faire découvrir le monde. C'est non, on part à force égale, quoi. Donc ça, c'est un capital unique. Donc, voilà, j'ai pas d'autres rêves, mais j'ai d'autres projets. Voilà, les rêves, ils ont été largement exaucés, quoi, vraiment. Hein. Et les petits-enfants sont déjà... Ils sont trop petits. C'est encore trop petit. Ils sont trop petits. Ça serait... Alors, ils montent dedans. Hein, ça, je vais leur donner une éducation. Déjà, enfin, mais leurs pères le feront à ma place. Mais j'avoue que là, voilà, ils auront pour l'instant des jouets. Mais j'avoue que ça serait... Non, là, c'est pas possible. Mais peut-être qu'un jour, mes fils emmèneront leurs propres enfants. C'est possible. Hein. Mais là, l'histoire, elle est familiale, quoi. Elle est liée à l'auto, mais à la famille, quoi. C'est ce qui est... Tous mes voyages, c'était avec des copains avant. Mais là, j'avoue que le faire avec ses propres fils, ça nous laisse une... Des fois, des gens me disent « Ah, mais moi aussi, je suis allé... » Très bien, mais c'est honnêtement, je pense perso, c'est pas comparable. Quand tu arrives à la frontière ouzbek ou turkmène et que tu es bloqué, il y a eu des raids au Turkménistan avec des voitures de rallye. Il y a 150 voitures, il y a 150 personnes pour l'organisation, c'est médiatisé. Mais quand on arrive seul à une frontière et qu'on est refusé, on vit un instant de doute où tout le voyage peut être remis en question, mais après tout, c'est pas si dramatique, comme je le disais, mais quand même, c'est une expérience de dingue. Donc après, il peut nous arriver des trucs ici, bon, voilà, même si on tombe en panne sur le périph', d'accord, sans kikinant, mais ça n'a rien à voir avec le fait d'arriver à Baïkonour et qu'on nous dise, à Baïkonour, il n'y a pas d'hôtel, et la nuit tombe. Tu relativises beaucoup de choses. Énormément. Alors, quand on voyage pour le boulot dans des pays un peu éclectiques, on le fait déjà, mais quand on est seul à bord, on se dit, bon, ce voyage, il peut s'arrêter à tout moment. Ça, c'est très important de se dire, non, j'ai pas d'impératif de réussite. Je vais pas signer un contrat en disant, je dois être là parce qu'on est attendu, parce qu'on bat un record. Non, mais quand même, si ça s'arrête au bout de 4 jours, franchement, ça serait... Quelle déception, quoi. Donc, encore une fois, on sait qu'on a une petite, quand même, épée de Damoclès au-dessus de la tête, hein, parce que quand on roule et quand on ne conduit pas, quand on est passager, on attend de réfléchir. Hein. De se dire, attends, tiens, à un moment, il y a une odeur. C'est la voiture. Ah non, ça va, il y a un feu dans les champs là-bas. Ouf, c'est bon. À un moment, la voiture, il y a un raté. Bah non, c'est parce que mon fils a levé le pied, quoi. C'est pas le moteur qui coupe. Parce que s'il coupe, ça peut être bénin, mais ça peut être l'arrêt du voyage. Là, bon. Donc tout ça pour finir là, bon, voilà. Il y a un moment où on a passé, je pense, une bonne partie, on se dit, c'est gagné. Même si on tombe en panne au lac Baïkal, on y sera quand même arrivé, quoi. On n'est pas tombé en panne au Luxembourg, quoi. Donc c'est mieux. Mais il n'y a rien de garanti. On met toutes les chances de son côté dans ce genre de voyage parce que c'est une prépa strictement personnelle. Il faut trouver les bons mécanos, les bons préparateurs, se renseigner sur les problèmes administratifs. Et malgré ça, on est à la merci d'une voiture qui a plus de 30 ans, quoi. Et qui est une voiture qui m'a fait rêver et qui, alors là, maintenant, je peux en parler des heures, quoi. Merci beaucoup, Philippe. Je t'en prie. À bientôt. Plaisir. À bientôt. Ciao. Et merci beaucoup à Porsche Reims pour l'accueil. C'était vraiment incroyable. Super. Merci.